Prague, 27 mai 1942, à 10h20, le plus haut fait de résistance dans l'Europe occupée par les nazis va bientôt se produire. Préparé conjointement par les services de renseignement tchécoslovaques et britanniques, il porte l'un des premiers grands coups à la toute-puissance du Troisième Reich. Sa cible, le chef des services secrets SS, le général Reinhard Heydrich, l'un des hommes les plus redoutables du pouvoir nazi. L'opération repose sur les épaules de deux jeunes soldats tchécoslovaques, Jan Kubiš et Josef Gabčík. Heydrich a mis leur pays à genoux. On le surnomme le boucher de Prague. Leur action courageuse, payée de leur vie, a inspiré des livres et des films. Pour la première fois, elle est ici racontée avec leurs propres mots. Voici la véritable histoire de Jan et de Josef, devenus les héros de l'une des plus incroyables opérations secrètes de la Seconde Guerre mondiale. Jan et Josef sont citoyens de la République tchécoslovaque. Jan est tchèque, Josef slovaque. En 1938, 3 ans avant qu'Heydrich ne mette leur patrie en coupe réglée, leur pays est florissant. Jan et Josef, qui ne se connaissent pas, font le même choix. Ils s'engagent dans l'armée qu'ils considèrent comme le ciment de leur jeune pays. Ils sont persuadés qu'elle les aidera à s'instruire et à réaliser leurs ambitions. Jan sort de l'école des sous-officiers parmi les meilleurs. Depuis tout jeune, il est sportif et excelle en gymnastique. Plutôt discret, il est apprécié pour son calme et son sens de l'humour. Avec son regard un brin mélancolique, il a beaucoup de succès auprès des jeunes filles. Josef, lui, est très différent. Bavard, drôle, vif et curieux, il aime être au centre de toutes les attentions. Mais pas de celle de son père qui souhaiterait le voir revenir travailler à la ferme. Josef préfère un poste de chef des entrepôts militaires dans la ville voisine. Mais soudain, l'avenir prometteur de Jan et de Josef s'assombrit. Depuis le début de l'année 38, la frontière ouest de la Tchécoslovaquie, celle qui la sépare de l'Allemagne, est devenue une zone de tension extrême. Les vociférations d'Hitler se rapprochent de plus en plus. Son slogan menaçant « Un empire, un peuple, un chef » rend le climat délétère. Jan et Josef craignent pour leur patrie qui est à peine plus vieille qu'eux. Ils ont grandi dans l'élan enthousiaste généré par sa création au lendemain de la Première Guerre mondiale. Comme beaucoup de leurs compatriotes, ils sont fiers d'avoir pour premier président un penseur, un philosophe, Tomáš Masaryk, fervent promoteur de la démocratie. Il a pour fils spirituel Edvard Beneš, dont il fait son jeune ministre des Affaires étrangères et qui lui succédera en 1935. Ensemble, ils ouvrent une nouvelle ère dans l'histoire d'un pays où se côtoient Tchèques, Slovaques et Allemands. Ils savent leur petit état fragile, mais ils parviennent à faire exister une Tchécoslovaquie démocratique et prospère. Le problème, c'est que le pays paisible de Jan et de Josef est encerclé par le Troisième Reich. Adolf Hitler, loin de vouloir apaiser les blessures du passé, exploite le nationalisme et revendique une expansion territoriale aux dépens de ses voisins. Au mois de mars 1938, il a déjà annexé l'Autriche. C'est l'occasion pour Heydrich de montrer de quoi il est capable. Immédiatement, il prend le contrôle du pays, met en route les expropriations et les expulsions des Juifs, les arrestations et les déportations des opposants. À 34 ans seulement, ce bureaucrate zélé transforme la cellule de renseignement de la SS, le SD, créée par Himmler en 1931,
en un service d'information, de sécurité et d'espionnage extrêmement puissant. En à peine 7 ans, il est devenu le bras droit d'Himmler, l'exécuteur de ses basses œuvres. Intelligent, méthodique et froid. Il élimine les opposants au régime et ses propres concurrents sans le moindre état d'âme. Avec Himmler, il forme un duo redoutable. Si Himmler a l'esprit pragmatique, Heydrich, lui, a l'esprit de synthèse. Il s'ingénie à regrouper tous les leviers entre les mains de la SS. Ce n'est pas par hasard que Göring disait « Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich ». Et cet Heydrich, devenu incontournable, se rapproche de la patrie de Jan et de Josef. Il sera bientôt promu dans leur capitale. Car l'étau se resserre. Dans la région des Sudètes où vit la minorité de langue allemande, la tension monte encore d'un cran. Une crise internationale, la crise des Sudètes, couve. Début mai, des troupes SS sont massées à la frontière. Aussitôt, le président Benesch met l'armée en état d'alerte. La frontière est fermée, les ponts et les routes placés sous surveillance. Le 20 mai 1938, une mobilisation partielle est décrétée. Alors que l'inquiétude est à son comble, Jan et son régiment prennent position sur les montagnes sudètes qui séparent la Tchécoslovaquie du Reich. Jan achète un petit cahier et commence à écrire son journal. Le pays dans lequel j'ai grandi marchait sur un nuage. L'armée était pleine d'enthousiasme, nous vivions dans la joie de la liberté acquise. Cette république valait la peine qu'on se batte. Jan est préoccupé, mais confiant. Sa confiance dans l'armée qui lui a permis de s'instruire et de devenir sous-officier est entière. Il sait qu'elle dispose d'armements et de moyens techniques modernes. Elle bénéficie aussi de l'encadrement de la mission militaire française dirigée par le général Fauché, un fidèle ami de la Tchécoslovaquie. C'est certain, l'armée tchécoslovaque peut opposer une véritable résistance à la puissante Wehrmacht. Et puis le pays a de grands alliés, la France et l'URSS. Dans les Sudètes, Jan constate stupéfait à quel point la peste brune a rapidement gagné ses compatriotes germanophones. Influencée par la propagande haineuse et quotidienne de Goebbels, la minorité allemande des Sudètes demande maintenant son rattachement au Reich. Mais le rapide déploiement de l'armée tchécoslovaque a calmé leurs ardeurs et les troubles dans les Sudètes s'apaisent. Jan avait vu juste, tout s'arrange. Les Alliés ont assuré le président Benesch de leur loyauté. La République tchécoslovaque peut fêter ses 20 ans dans l'allégresse. Aucune des usines et des entreprises tchécoslovaques ne tombera entre les mains d'Hitler. Mais le Führer revient à la charge. Il multiplie les discours menaçants et s'en prend maintenant nommément au président Benesch. Benesch tient tête. Il ne cédera pas les Sudètes.
Jan retourne sur les lignes de défense où affluent les hommes de toute la République. Cette fois, la mobilisation est générale. Bientôt, 1 million de soldats font face à l'armée allemande. Si, à Prague, la population serre les rangs derrière le gouvernement et l'armée, les alliés français et britanniques ne font pas preuve de la même résolution. 20 ans seulement se sont écoulés depuis la Grande Guerre. Et Chamberlain et Daladier n'ont pas l'intention de risquer un nouveau conflit pour un morceau de territoire dont beaucoup n'ont jamais entendu parler. Le destin des Tchécoslovaques se joue entre Hitler, Chamberlain, Daladier et Mussolini le 29 septembre à Munich. Le Führer impose ses volontés sans qu'aucune résistance ne lui soit opposée. Tard dans la nuit, un accord qui cède la totalité des Sudètes au Reich est signé. Les représentants tchèques, tenus par la Gestapo à l'écart dans un hôtel, ne la prennent qu'une demi-heure plus tard. Dès le lendemain matin, l'armée allemande entre dans les Sudètes. Abandonné par ses alliés, Edvard Beneš se soumet au diktat de Munich. La Hongrie et la Pologne en profitent pour s'emparer aussi de territoires frontaliers. La Tchécoslovaquie est amputée de 5 millions d'habitants et près de la moitié de son industrie passe dans les mains ennemies. L'armée tchèque reçoit l'ordre de se retirer des lignes de défense avant l'arrivée de l'armée allemande. C'est la première fois que Jan a beaucoup de mal à accepter un ordre. Quelle humiliation. Nous étions obligés de battre en retraite, sans avoir donné la mesure de notre bravoure. C'était comme si nous nous étions dégonflés. On nous avait privés de la possibilité de nous battre. Le 5 octobre, le président Beneš, qui à lui seul incarne l'unité du pays, démissionne. Le 22, il se réfugie en Angleterre pour tenter de continuer son combat en faveur d'une Tchécoslovaquie libre et indépendante. Józef a le sentiment que le départ de Beneš a laissé le pays orphelin. Il passe ses soirées l'oreille collée au poste de radio. Il s'est même réconcilié avec son père, ardent défenseur de l'unité tchécoslovaque. Dans toute la Slovaquie, les milices nationalistes se montrent désormais sans retenue. Józef déteste cette atmosphère. Il se doute bien que toutes ces tensions sont alimentées par Hitler lui-même. Le chancelier pousse le dirigeant slovaque, Monseigneur Tiso, à la rupture avec Prague afin d'isoler les Tchèques. Ainsi, le 14 mars, Monseigneur Tiso proclame l'indépendance de la Slovaquie, placée à compter de ce jour sous la protection du Reich. Le lendemain de l'indépendance slovaque, le 15 mars 1938, sous une tempête de neige, la Wehrmacht envahit les rues de Prague. Le pays où Jan et Józef sont nés n'existe plus. Hitler parade aux fenêtres du château. Cela faisait longtemps qu'il voulait mettre la main sur Prague. Heinrich et Himmler sont à ses côtés. Ils assistent à la proclamation du protectorat de Bohême-Moravie, qui fait désormais partie du Reich. Pour le diriger, le Führer désigne un dignitaire de l'aristocratie militaire allemande, Constantin von Neurath.
L'armée tchèque est dissoute et ses soldats doivent rendre les armes. Dépité, Jan prévient ses parents de son retour imminent. Le timbre qu'il colle sur sa missive montre Hitler au château de Prague avec la mention « Protectorat, Bohême et Moravie ». C'est ça, sa patrie. Il n'est plus sous-officier, il n'est même plus soldat. Il est redevenu un simple paysan, citoyen du Reich. Depuis que la Slovaquie est devenue indépendante, Josef ne s'est pas calmé. Il voit les soldats slovaques se résigner et accepter la nouvelle situation. Servir l'armée de Tiso à la solde des nazis. Rares sont ceux qui ont le cran de déserter. Pour Josef, il n'y a pas de doute. Il faut partir, quitter ses parents, ses frères et ses sœurs, ses amis. Le 3 juin, après le sabotage de l'entrepôt d'armes dont il a la garde, il se met en marche en direction de la frontière polonaise. 15 jours plus tard, Jan prend la même décision. J'ai marché toute la journée. La traversée dans la forêt était pénible et dangereuse, la pluie incessante. La frontière était déjà bien gardée par les soldats allemands et leurs sbires. Mais j'avais une grenade dans la poche. Cadeau d'un copain du village. En fin de journée, j'ai réussi à traverser. Jan et Josef ont répondu à la même consigne qui circule discrètement parmi les officiers de l'armée dissoute. Tous ceux qui veulent entrer en résistance doivent se regrouper en Pologne, au consulat tchécoslovaque de Cracovie, resté fidèle au président Beneš. Depuis l'invasion du pays par les Allemands il y a 3 mois, Jan et Josef, comme tant d'autres patriotes tchécoslovaques, n'ont fait qu'accumuler humiliation et tristesse. Enfin, l'espoir renaît. Au consulat, les nouveaux exilés reçoivent un certificat de nationalité tchécoslovaque, un peu dérisoire certes, mais très utile. C'est leur sésame pour intégrer les forces armées polonaises. Après tout, rejoindre une base en Pologne, à quelques centaines de kilomètres seulement de chez eux, n'est pas si mal. Ils sont bientôt plusieurs centaines logés dans des baraquements de fortune à proximité de Cracovie. Mais voilà qu'une mauvaise nouvelle tombe. Pour ne pas provoquer Hitler, le gouvernement polonais préfère se débarrasser d'eux. Déprimé par le désarroi qui règne dans les baraquements, Jan sort, erre dans les rues de Cracovie, jusqu'au rempart de l'ancien château des rois de Pologne. Et là, il aperçoit un jeune homme, l'air dépité. Il jurerait qu'il est tchèque, lui aussi. Quand il m'a dit qu'il était slovaque, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là, parce qu'il avait toujours son pays, lui. Il m'a répondu que son pays était la Tchécoslovaquie. Alors là, j'ai un peu remué le couteau dans la plaie en lui rappelant que les Slovaques nous ont quand même laissé tomber. Il a commencé à s'énerver, comme quoi il n'y était pour rien et que c'était Tiso qui s'était entendu avec Hitler. J'ai dû lui offrir ma dernière cigarette pour qu'il se calme. C'est ici, à Cracovie, que les chemins de Jan et de Josef se croisent. Commence une amitié profonde, consolidée par l'adversité. Une amitié qui les aidera à affronter l'incroyable odyssée qui les attend. Que faire de ces centaines de gars qui brûlent d'envie de combattre, alors que nul n'ose défier Berlin? Ne pouvant les intégrer dans son armée sans provoquer une réaction belliqueuse des Allemands, la France, l'ancien allié, leur propose de s'enrôler dans la Légion étrangère. Le 29 juillet, à Gdynia, un port sur la mer Baltique, nous embarquons à bord d'un superbe bateau, le Chrobry, le courageux en polonais. On est 450 Tchèques et Slovaques, destination Boulogne, en France. C'est la première fois que je vois la mer. Elle me fait une très belle impression. Elle me console. Elle agit comme un baume sur mon âme tourmentée. Pendant leur voyage, Jan et Josef passent des heures à se raconter leur enfance. Tous les deux ont grandi dans des conditions modestes. Le père de Jan est cordonnier dans un petit village morave bordé de pommiers. Jan connaît les environs comme sa poche. Il passe des heures à se balader dans la campagne. Mais sa maman ne le gronde que rarement. Jan conseille toujours de nouveaux raccourcis à ses nombreux frères et sœurs pour se rendre à l'école dans un village voisin. Josef Gabčík, lui,
passe son enfance au pied des montagnes slovaques. Son père possède un lopin de terre et quelques vaches. Il a 2 garçons, mais l'aîné est très malade. C'est le cadet, Józef, qui depuis tout jeune doit aider son père dans les travaux de la ferme. Après plusieurs jours de voyage en bateau et en train, les 450 volontaires tchécoslovaques arrivent enfin à Marseille. Soulagement. Ceux qui se réjouissaient de pouvoir goûter un peu aux douceurs méditerranéennes, comme Yann et Józef, déchanteront rapidement. Encadrés dès leur arrivée par les commandants de la Légion, ils traversent la ville au pas, direction la pointe du Vieux-Port, le Fort Saint-Jean, centre administratif de la Légion. Cette image du Fort Saint-Jean peut faire rêver, mais on y est cantonné comme en prison, avec pour seule compagne des punaises, en très grand nombre. Lors d'une sortie, j'ai juste eu le temps de m'acheter un album pour coller mes photos. Le 3 août, nous avons signé pour 5 ans dans la Légion étrangère. Józef peste. Il dit que ce sera 5 ans d'enfer. Une seule consolation, les Français ont promis au président Beneš que si la guerre éclatait, nous pourrions constituer l'armée tchécoslovaque en France. Mais pour l'heure, ils doivent reprendre la route, ou plutôt le bateau, pour rejoindre le centre d'entraînement de la Légion à Sidi Bel Abbès, en Algérie. Sidi Bel Abbès en plein mois d'août, 45 degrés. Les entraînements sont épuisants et nos instructeurs sont d'origine allemande pour couronner le tout. Qu'est-ce qu'on fout là? Alors que les volontaires tchécoslovaques s'épuisent dans des exercices à répétition en plein désert, rien n'arrête la montée en puissance de la SS. En quelques années, Heydrich a transformé l'organisation créée pour la protection d'Hitler en une force redoutable. Un véritable État dans l'État. À Berlin, terrain de complot et de lutte d'influence, il dispose d'un outil d'information et de chantage peu commun. Un bordel luxueux truffé de caméras et de microphones, lui permettant de constituer des centaines de dossiers compromettants. Heydrich tient ainsi nombre de notables et de dignitaires nazis entre ses mains. Il va devenir l'homme le plus craint du Troisième Reich. Heydrich côtoie désormais le cercle rapproché du Führer, ses fidèles d'entre les fidèles qu'Hitler se plaît à réunir au Berghof, sa villégiature des Alpes bavaroises. En cet été 39, Himmler fait encore une fois appel à ses talents machiavéliques. Heydrich va monter une machination grossière, mais implacable. Il organise l'attaque d'un émetteur radio allemand proche de la frontière polonaise, à Gleiwitz, par un commando de SS déguisé en soldat polonais. Le prétexte pour envahir la Pologne s'avère encore plus expéditif que celui employé contre les Tchécoslovaques un an plus tôt. Deux jours après l'invasion de la Pologne, le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne se décident enfin à déclarer la guerre à l'Allemagne.
la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Edvard Beneš quitte précipitamment Londres pour Paris. La France est en guerre, c'est le moment d'agir. Avec le soutien du général Fauché, il obtient l'accord du gouvernement pour la création d'un contingent tchécoslovaque en France. Jan et Josef et leurs compagnons d'armes relégués dans la Légion étrangère regagnent la France. La mobilisation tchécoslovaque est décrétée. Les Tchécoslovaques de France prennent la même direction que Jan et Josef et rejoignent une petite ville de la côte, Agde. L'ancien camp pour réfugiés espagnols déborde. Bientôt, 12 000 hommes s'entassent dans des baraquements de fortune. Avec les moyens du bord, ils s'efforcent de lui donner l'allure d'une base militaire. J'ai essayé d'obtenir un uniforme un peu plus attrayant, mais le chef du dépôt n'a que des vieilleries. Il a hurlé que je n'étais pas dans un salon de mode. Josef voulait discuter, mais il s'est fait virer lui aussi. Les 2 régiments d'infanterie, fagotés dans des uniformes de la dernière guerre, vont prêter serment. Parmi les trompettes, retenez celui de gauche. Il s'appelle Karel Tchourda et il jouera un rôle important dans notre histoire. Le général Fauché assiste à la prise d'armes. La plupart des soldats le connaissent bien. Il a passé plusieurs années en Tchécoslovaquie et avait fermement dénoncé les accords de Munich en présentant sa démission. Il doit calmer les ardeurs de beaucoup de ses hommes, officiers de carrière, soldats expérimentés, qui ont déjà effectué tout un périple pour se retrouver ici. Il est temps pour eux de se battre, pour pouvoir rentrer chez eux. Mais en cet automne 1939, la drôle de guerre ne fait que commencer. Heydrich rejoint Himmler à Varsovie. La Wehrmacht a écrasé l'armée polonaise. C'est au tour de la SS d'entrer en action. En débarquant, Heydrich aurait eu ces paroles. Nous voulons bien protéger les petites gens, mais les aristocrates, les curtons et les juifs doivent être supprimés. Antisémite convaincu et fervent défenseur de la suprématie allemande, Heydrich franchit en Pologne un pas de plus dans l'horreur. Il ordonne aux Einsatzgruppen, des unités spéciales SS qu'il a créées, de traquer et exécuter les cibles suivantes, juifs, élites polonaises et opposants civils. Ces massacres feront plusieurs dizaines de milliers de morts. Pendant ce temps, à l'ouest, on attend. L'armée française patiente derrière la ligne Maginot et les hommes du contingent tchécoslovaque, cantonnés dans les baraquements du camp d'Agde, découvrent, avec surprise, que sur les bords de la Méditerranée, les hivers peuvent être étonnamment rigoureux. On se gèle dans les baraquements sans chauffage et on écrit du courrier qu'on ne peut pas envoyer au pays. Les jours se traînent avec une lenteur insupportable. Cinq mois plus tard, le 10 mai 1940, Hitler lance son offensive à l'ouest. La Belgique et la Hollande tombent rapidement. Puis l'inconcevable pour l'état-major français se produit. Sa ligne de défense ne résiste pas à l'attaque éclair de la Wehrmacht à travers les Ardennes. Nous avons reçu l'ordre de rejoindre le front. Nous croisons des colonnes de charrettes, de familles entières, femmes, enfants, vieillards. Les Stuka allemands pilonnent les civils. Au début, j'ai cru que c'était par erreur.
Et très vite, j'ai compris que les Allemands le faisaient volontairement, pour répandre la panique, semer la terreur. Notre commandant a dit, s'il y a une justice suprême, les Allemands perdront cette guerre. Le 2e régiment d'infanterie dont fait partie Joseph prend position au bord de la Marne. Celui de Yann est dépêché sur la rivière du Grand Morin. J'ai eu un petit regret de ne pas pouvoir me battre aux côtés de Joseph. Mais pas le temps d'avoir des états d'âme. Depuis 7 heures ce matin, nous tenons le pont et protégeons le repli des Français. De l'autre côté de la rivière, l'artillerie allemande nous arrose d'un feu continu, ça me rend presque sourd, mais on tient bon. Par 2 fois, nous avons réussi à repousser leurs offensives. 36 de nos camarades ont été blessés et 18 ont perdu la vie. Pendant la canonnade de cette nuit, un de nos plus jeunes sous-officiers a perdu la raison. Il a foncé vers les lignes ennemies. J'ai réussi à le rattraper et à le ramener sain et sauf. Le 14 juin, Paris tombe à son tour. L'état-major français est aux abois. Le 17 juin, le général Fauché informe les Tchécoslovaques que le maréchal Pétain a demandé l'armistice. Il ne sera signé que 5 jours plus tard. Pendant ce temps, les 2 régiments tchèques et plusieurs unités françaises continuent le combat. Des hommes meurent pour une guerre déjà perdue. Le 22 juin sonne le glas des derniers espoirs. La France est à genoux. Le Führer a eu sa revanche. Son Reich s'étend désormais sur toute l'Europe. Et dans sa capitale, à Berlin, un escrimeur émérite, Reinhard Heydrich, accumule toujours plus de trophées, tout comme il grimpe de plus en plus haut dans l'appareil répressif allemand. Il a regroupé tous les services de police et d'espionnage en une vaste organisation, le Bureau central de la sécurité du Reich. Un véritable empire pour lui et la SS. Entre son bureau et ses exploits sportifs, il trouve le temps de jouer les tendres époux et les bons pères de famille. Pourtant, un soir, en rentrant chez lui, il tire sur son propre reflet qu'il vient de voir apparaître dans le miroir de l'entrée. Loin de la carrière fulgurante d'Heydrich, le douloureux parcours de Yann et de Joseph à travers l'Europe à feu et à sang continue. Tous les rescapés du contingent tchécoslovaque doivent maintenant fuir vers le sud. Pour les Allemands, ce sont des citoyens du Reich depuis l'invasion de Prague, et donc des traîtres, passibles du peloton d'exécution en cas de capture. En fidèle ami des Tchécoslovaques, le général Fauché mobilise tous les moyens possibles pour les acheminer au plus vite à Sète, où des navires britanniques les évacueront. Yann et Joseph, comme leurs compagnons d'armes, marchent jour et nuit, s'égarent en route, épuisés, affamés, ils parviennent au rendez-vous fixé par le général Fauché. Là, les attendent des autocars pour la côte méditerranéenne. La mer est en vue le 26 juin. Mais l'entrée en vigueur de l'armistice a déjà obligé le navire anglais à quitter le port la veille. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour nous évacuer. Les Français nous demandent nos armes pour les donner aux Allemands. On a déjà vécu ça une fois chez nous, il n'est pas question qu'on rende nos armes. Joseph trafique le fond de nos gourdes pour y cacher le pistolet. Bravant les conditions d'armistice, le navire égyptien Rod el Farag vient à la demande des Anglais chercher les derniers rescapés de l'infanterie tchécoslovaque à Sète. Le 27 juin 1940, Yann et Joseph quittent le rivage français. À Gibraltar, les soldats attendent la formation d'un convoi de 27 navires qui défiera les sous-marins allemands pour les emmener vers les côtes britanniques.
Des 12 000 soldats que comptait l'armée tchécoslovaque au camp d'Agde, ils ne sont plus que 4 000 à mettre le cap sur Liverpool. Yann passe des heures sur le pont à regarder la mer. Il se laisse arroser par les flots, commente la salinité de l'eau, se réjouit des jeux des dauphins, comme si la guerre n'existait pas. J'ai un peu de mal à réaliser. Nous accostons à Liverpool. Un de nos gars a bricolé un drapeau à la hâte, il nous faut avoir un peu d'allure quand même. L'accueil chaleureux des Britanniques nous fait beaucoup de bien, et leur parfaite organisation redonne espoir. Les nouveaux arrivants sont conduits dans l'immense parc du château de Charnley, à 2 heures de route de Liverpool. Lors de leur accueil par un général britannique, Yann et Joseph, toujours dans leurs uniformes français, se tiennent au premier rang. D'emblée, une heureuse ambiance règne sous les arbres séculaires. Ici, pas besoin de montrer patte blanche. Les soldats sont pleinement reconnus comme les forces tchécoslovaques libres. Très vite, le camp bruisse de conversation et de rires. Mais le répit est de courte durée. Dès la fin du mois d'août 40, un déluge de bombes s'abat sur l'Angleterre. En quelques semaines, le pays n'est plus qu'un vaste camp retranché. They will drop thousands of bombs, and they'll destroy hundreds of buildings, and they'll kill thousands of people. But a bomb has its limitations. It can only destroy buildings and kill people. Encouragé par le spirit of fight du nouveau Premier ministre Winston Churchill, l'Angleterre fait face. La défense passive a mobilisé tout le pays, et les soldats du contingent tchécoslovaque viennent en aide aux populations civiles. Yann et Joseph font de grands progrès en anglais, et ils apprennent à profiter des moments d'accalmie. Yann prend d'innombrables photos dans les environs du camp. Un jour, lors d'une de ses balades, il rencontre 2 jeunes sœurs, Edna et Lorna Ellison. Leur mère, qui avait entendu parler des Français libres, refuse d'abord que ses filles se lient d'amitié avec un soldat. Mais un jour, en les accompagnant au cinéma, elle tombe par hasard sur Yann. Il sourit, les salue, hésite, et soudain, parce qu'il a l'air charmant et bien seul, Madame Ellison pense à son fils dans la RAF et invite Yann pour un afternoon tea en famille. Le village des Ellison est un havre de paix. Je m'y sens comme chez nous. Le président Bénèche vient d'arriver de Londres. Il va décorer certains soldats pour leur persévérance à servir la cause des Alliés et pour le courage dont ils ont fait preuve au cours de la bataille de France. Nous avons rencontré le président Bénèche. De ses mains, Joseph a reçu la croix de guerre tchécoslovaque. Moi aussi, juste après lui. En plus, j'ai été décoré de la croix de guerre française. J'ai pensé à papa. Qu'est-ce qu'il en dira? Seront-ils fiers de moi au village? Moi, en tout cas, j'en ai fait la première page de mon album. Aussitôt, les entraînements reprennent. Les soldats tchécoslovaques se familiarisent avec le matériel anglais. Yann excelle au lancement des grenades et Joseph démontre qu'il est un tireur hors pair.
Les instructeurs britanniques sont redoutables. Heureusement que les Anglais ont inventé le mot week-end. Yann passe à présent tous ses week-ends chez les Ellison. La maman des filles m'a proposé d'amener un copain. J'ai demandé aux sœurs d'en choisir un dans mon album. Je me demandais bien sur qui ça allait tomber. Et elles ont choisi ce vieux loup de Joseph. Je n'en reviens pas. La fête, l'amitié, les conquêtes amoureuses font oublier les heures sombres. L'Angleterre redresse la tête, malgré les centaines de milliers de foyers détruits. Les bombardiers allemands n'ont pas eu le dernier mot et Hitler a été obligé de renoncer à l'invasion de l'Angleterre. Pour la première fois, les soldats ont le sentiment de participer à une victoire. Mais la situation en Europe continentale s'est dramatiquement aggravée. Tous ceux qui se sont réfugiés à Londres pour continuer le combat lancent vers les pays occupés des messages d'espoir. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. Le président Beneš multiplie les discours au nom du gouvernement de la Tchécoslovaquie libre qui a été formé en Angleterre. Londres est devenue la capitale de la résistance. Churchill demande à tous les alliés de redoubler d'efforts pour prendre l'avantage sur les nazis. Dans la partie serrée qui s'annonce, le président Beneš dispose d'un atout de taille. Un service de renseignement des plus performants qui a réussi l'exploit d'infiltrer le service d'espionnage de l'armée allemande. Il dispose d'une taupe en plein cœur de l'Abwehr. Son nom de code, A54. Au printemps 41, A54 transmet au président Beneš une information sidérante. Berlin prépare une attaque contre Moscou. Beneš comprend donc qu'Hitler envisage de s'asseoir sur son alliance avec l'URSS signée en 1939. Le président Beneš divulgue personnellement à Churchill et à Staline cette information explosive. Staline ne veut pas y croire. Et pourtant, le 22 juin 1941, la Luftwaffe pénètre dans l'espace aérien soviétique et détruit l'aviation russe. Au sol, les Panzers massacrent les divisions de l'armée rouge. L'attaque entrera dans l'histoire sous son nom de code, l'opération Barbarossa. Dans le sillage de la Wehrmacht, Heydrich déploie ses Einsatzgruppen qui vont faire des centaines de milliers de morts. En même temps, Heydrich ne peut réfréner son envie de participer à ce grand coup d'éclat de l'armée allemande contre les soviétiques. Il retrouve les commandes de son Messerschmitt. Au contact de l'ennemi russe, il prend en chasse un avion qui l'entraîne au-dessus des lignes de défense soviétiques. Son appareil est touché par les batteries de la DCA. Il doit se poser en catastrophe derrière les lignes russes. Himmler est aussitôt prévenu que son bras droit a disparu en territoire ennemi. Un des hommes les mieux informés des secrets du Reich pourrait tomber entre les mains de Staline. Hitler explose de rage. Les Einsatzgruppen sont sommés de le retrouver à tout prix. Et le suspense dure 2 jours. Heydrich est miraculeusement récupéré sain et sauf. Il est immédiatement transféré à Berlin. Hitler lui interdit de participer à la suite des combats, mais pour récompenser sa bravoure, il lui décerne une des plus hautes distinctions militaires, la Croix de fer, première classe. Au cours de son rétablissement pendant l'été 41, Heydrich obtient enfin le poste qu'il visait depuis longtemps. Le Führer lui confie les rênes du protectorat de Bohême-Moravie. Le 27 septembre 1941, au cours d'une funeste cérémonie,
il prend ses fonctions dans la capitale tchèque. Cette nouvelle promotion dans sa carrière ne présage rien de bon pour les Tchèques. Heydrich succède à von Neurath, officiellement mis à l'écart pour des raisons de santé, en réalité jugé trop clément envers les Tchèques. Heydrich, lui, va faire preuve sans attendre d'une efficacité impitoyable. Le 28 septembre est promulguée la loi martiale qui lui permet d'anéantir toute opposition. Les officiers de l'ancienne armée tchécoslovaque, l'élite intellectuelle et les chefs de la résistance sont arrêtés par la Gestapo. Les condamnations et les exécutions pleuvent. La caserne de Térésine est transformée en camp de concentration pour interner les Juifs. Dans son discours d'investiture, Heydrich dévoile le sort qu'il réserve aux Tchèques. Certains seront germanisés, la plupart réquisitionnés au service des Allemands, et les autres déportés vers l'Est ou éliminés sur place. Mais en premier lieu, il doit mobiliser l'industrie tchèque au profit de l'effort de guerre allemand. Avec l'ouverture du front russe, le Reich a un besoin urgent d'armement. Les usines sont immédiatement mises en coupe réglée. Quelques jours après son arrivée, un climat de terreur s'est abattu sur Prague. À Londres, le président Beneš et son équipe sont sous le choc. Ils se rapprochent immédiatement du Special Operations Executive, un service nouvellement créé par Winston Churchill pour mener des opérations commando contre l'Allemagne. Churchill donne son accord à la préparation de missions spéciales. Parmi les soldats tchécoslovaques que Beneš lui présente, les meilleurs éléments seront choisis pour saboter l'autorité nazie sur le territoire tchèque. Jan Kubiš porte ce jour-là fièrement l'étendard des Tchécoslovaques. Avec Josef, ils sont déjà au courant du projet de leur président. Ils décident de se porter volontaires pour ces opérations spéciales. Ils sont aussitôt livrés aux meilleurs professionnels du Special Operations Executive, qui leur font subir des entraînements dans différents endroits de Grande-Bretagne gardés secrets. Les exercices sont rudes, et le climat de l'Écosse est à 1000 lieues de la douceur du camp de Chumley. Mais Jan et Joseph, comme les appellent leurs instructeurs, semblent heureux. Dans le groupe, ils passent pour deux bouts en train. Joseph parle souvent trop, fait des blagues ou chante des airs slovaques. Parfois, Jan lève les yeux au ciel. Ils sont fous, ces Slovaques. Et Joseph ne manque pas de répondre. Mais beau, très beau. Chère Lorna, je t'envoie mes plus chaleureuses pensées de notre base d'entraînement, ton Joseph. Meilleures salutations d'Écosse à toi, Edna, et à ta famille. J'espère pouvoir rentrer ce week-end, Jan. Pour les deux jeunes Tchécoslovaques, la vie est désormais bien différente. Maintenant, ils savent qu'ils reverront bientôt leur patrie. Dans leur capitale, Heydrich apprécie particulièrement les grands concerts de musique allemande auxquels il convie le gratin nazi. Il tient son amour de la musique de son père, compositeur et directeur de conservatoire. Dès sa jeunesse, Heydrich a baigné dans une atmosphère cultivée et raffinée. Il jouait même du violon. Pendant ce temps, ces hommes de la Gestapo traquent, torturent et exécutent les patriotes tchèques. Pour humilier le peuple, Heydrich s'attaque aussi aux symboles. Il demande l'accès aux joyaux de la couronne des rois tchèques qui représentent l'indépendance de la nation. Lors d'une cérémonie dans la cathédrale de Saint-Guy au château de Prague, on lui remet les clés des 7 portes qui enferment le trésor royal. On dit que ce jour-là, Heydrich coiffa la couronne des rois de Bohême.
Il ignorait qu'une vieille légende prédit à l'auteur d'un tel sacrilège une mort dans l'année. Le président Beneš et son service de renseignement préparent les opérations en territoire tchèque. Sabotage des usines, soutien à la résistance et établissement d'un nouveau réseau d'informateurs. Une autre opération, absolument secrète, est aussi en préparation. Elle doit frapper un grand coup et marquer les esprits. Son objectif, la tête de l'appareil nazi et l'élimination de Heydrich, le boucher de Prague. Son nom de code, Opération Anthropoïde. Le chef des services secrets tchèques entame avec les instructeurs anglais la sélection de 2 volontaires. Comme convenu avec le président, il cherche un Tchèque et un Slovaque pour symboliser l'unité du pays. Le choix se porte sur Josef Kapčík et Jan Kubiš. Le colonel convoque les 2 sous-officiers. Il est franc. Il s'agit d'une mission de la plus haute importance, ultra secrète et dangereuse. Éliminer le Reichsprotektor Heydrich. Son succès repose exclusivement sur leurs épaules. La résistance locale ne devra rien en savoir. Autant dire que dans Prague, quadrillée par la Gestapo, Jan et Josef ne pourront compter que sur eux-mêmes. Sont-ils prêts, en connaissance de cause, à accepter? Jan et Josef n'hésitent pas. Ils sont fiers d'avoir été désignés. Ils comprennent qu'il s'agit d'une mission historique. La date du départ est fixée pour la nuit du 28 décembre 1941. À la base tchèque, le jour de Noël est grandiose. Le président Beneš est là. Il tient à rencontrer les commandos de la mission Anthropoïde. L'air juvénile de Jan et de Josef le bouleverse. Eux essaient de profiter de la compagnie joyeuse de leurs camarades, mais le secret qu'ils portent les empêche de participer pleinement à la joie collective. Dernier week-end chez les Ellison. La famille sait que bientôt, leurs 2 fils adoptifs vont partir en mission dans leur pays. Jan et Josef peinent à trouver les mots. L'atmosphère est un peu lourde pour un dimanche de Noël. Josef sort quelques blagues. Jan fait des photos. Puis vient le moment des adieux. Le 28 décembre, 3 groupes de parachutistes embarquent à bord du Halifax. Il est près de 22 heures. Jan et Josef montent en dernier. Juste avant son départ, Jan a écrit une lettre à son frère. Mon cher frère, es-tu toujours aussi heureux avec Marie? Je pense à vous tous. Bientôt je serai de retour au pays, mais je ne vous verrai pas. Je viens pour une mission très dangereuse, et je ne m'en sortirai peut-être pas vivant. S'il doit m'arriver quelque chose, au moins, il restera ces quelques lignes. Je confie cette lettre, mon journal et mon album photo à mes amis anglais. Ils m'ont accueilli comme un fils et je les aime sincèrement. Si je ne revenais pas, j'espère qu'après la guerre, vous deviendrez des amis fidèles. Rends-leur, par ton amitié, tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et si tu peux, invite-les. Et montre-leur notre pays. À 2h24, le go retentit pour Jan et Josef. À cause d'une erreur de navigation, Jan et Josef sont parachutés à 200 km du point de largage prévu.
Quand ils parviennent enfin à Prague, ils découvrent une ville meurtrie, figée dans un hiver sans fin. La situation est encore plus grave que celle qui était imaginée depuis Londres. Les fausses cartes d'identité dont disposent Jan et Josef ne suffisent plus. Les SS exigent maintenant les certificats de travail et de domicile. Jan et Josef prennent le risque de demander le soutien de la résistance locale, tout en cachant le but de leur mission. D'autant que les services SS d'Heydrich sont sur les dents, ils ont repéré le passage du Halifax. Un avion qui vole seul et ne lâche aucune bombe ne peut avoir qu'une mission, larguer des parachutistes. Les premiers repérages de Jan et Josef sont décevants. Pénétrer dans le QG d'Heydrich ou dans sa résidence est hors de question. Trop bien gardé. Jan et Josef comprennent qu'ils ne pourront atteindre Heydrich que pendant ces déplacements. Ils espionnent alors tous les trajets réguliers du Reich Protector qui circule à bord de sa Mercedes décapotable à grande vitesse, mais sans escorte. Les préparatifs de Jan et Josef sont fréquemment interrompus par les nombreux voyages d'Heydrich. Sa fonction de chef de la sécurité du Reich l'oblige à quitter Prague régulièrement. En janvier 1942, il part pour Berlin, comme souvent. Mais cette fois, il a ordonné que les motifs de son voyage soient tenus absolument secrets. Il a convoqué 15 des plus hauts responsables de l'administration du Reich dans la banlieue berlinoise, au bord du lac Wannsee. Il va y présider une conférence où il compte régler la question juive. Depuis longtemps, Heydrich cherche à obtenir le contrôle de la déportation des Juifs. Il y travaille avec ce mélange de fanatisme idéologique et de talent pour l'organisation. Déjà en mars 1941, avant l'opération Barbarossa, il avait présenté à Göring un projet de déportation des Juifs vers l'Union soviétique. Désormais, il propose comme solution finale à la question juive leur pure et simple élimination. Le 20 janvier 1942, à Wannsee, tous les points de l'organisation logistique, sociale et économique de la solution finale sont entérinés. Le compte-rendu secret de la conférence recense les Juifs d'Europe destinés à être éliminés. 11 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Ni Jan, ni Josef, ni les responsables tchécoslovaques et britanniques de l'opération Anthropoïde ne soupçonnent à quel point leur cible joue un rôle essentiel dans les dispositifs nazis. Jan et Josef continuent leur collecte d'informations. Malgré le mystère dont est entourée leur mission, malgré le danger qui guette, ils ne sont plus seuls. Un réseau de personnes s'est constitué autour d'eux pour les aider et les protéger. Jan et Josef nouent avec elle de véritables amitiés. Madame Moravstova devient tante Marie. Il discute volontiers avec son jeune fils Atya. L'instituteur Zelenka Hachki mobilise tous ses contacts. La famille Fafek propose logement et nourriture. La cadette de la famille Fafek, la jeune Libiana, s'éprend de Josef. Elle l'admire, le trouve drôle et séduisant et veut l'aider. Jan traite Josef d'irresponsable, mais s'aperçoit que Josef attire moins l'attention lorsqu'il marche accompagné d'une jeune fille lors de leur repérage. Ils seront donc 4, rejoints par Marie Kovarnikova, qui les renseigne sur les horaires des départs d'Heydrich du château. 2 couples dans les rues de Prague, quoi de plus naturel? Heydrich, qui a anéanti presque tous les réseaux de résistance tchèque, est sur le point de remporter sa plus belle victoire. Ses services surveillent jour et nuit un agent de l'Abwehr en poste à Prague, Paul Tummel. Le fameux espion A54, la taupe qui renseigne les services secrets tchécoslovaques, c'est lui. Et à présent, Heydrich le sait.
Il fait arrêter Tummel et convoque à Prague son supérieur, l'amiral Wilhelm Canaris, le chef de l'Abwehr, concurrent des services de renseignement SS d'Heydrich. Lors de cette réunion au château de Prague, l'Abwehr passe sous le contrôle d'Heydrich. Le boucher de Prague a écarté son dernier concurrent. Enfin, un succès. Sur un trajet régulier d'Heydrich, Jan et Joseph repèrent dans les faubourgs un virage en épingle où sa Mercedes est contrainte de ralentir. L'endroit est peu fréquenté, leur fuite est possible. Ils ont trouvé la faille dans l'organisation minutieuse de la SS. Reste à fixer la date. Le 26 mai au soir, Heydrich se rend à un concert qu'il a lui-même organisé au château de Prague, dans le majestueux palais Waldstein. À son entrée, tous les invités se lèvent. Il marche, solennel, vers sa place au premier rang. Sa femme l'accompagne. Heydrich contemple le fastueux bas-relief au pied duquel vont bientôt s'installer les musiciens. Ils joueront une œuvre de son père, Bruno Heydrich. Tout le gratin nazi l'écoutera. Et demain, le Reichsprotektor se rendra à Berlin pour un tête-à-tête avec le Führer. Cette soirée a un air de triomphe pour Heydrich. Le lendemain, 27 mai 1942, c'est le jour J. Peu avant 9 h, Jan Kubiš et Josef Kapczyk se postent au virage en épingle. Leurs gestes sont précis, ils les ont répétés un nombre incalculable de fois. Tout a été soigneusement chronométré. À 9 h 30, la Mercedes d'Heydrich va faire son apparition et son chauffeur devra décélérer pour entrer au ralenti dans le virage. 10 h 20, toujours rien. Jan et Joseph font signe à leur guetteur, un parachutiste comme eux, Walczyk. Que se passe-t-il? À 10 h 30, enfin, les deux hommes sont alertés par le rayon lumineux que leur envoie leur guetteur. Joseph surgit, découvre son fusil mitrailleur, appuie sur la gâchette. Rien, aucun bruit, l'arme ne crache pas ses balles. Le chauffeur d'Heydrich écrase le frein. Jan lance alors sa bombe dans le dos des Allemands. Des éclats l'atteignent au visage. Le souffle le projette en arrière. L'opération anthropoïde a duré quelques secondes. Jan et Joseph viennent d'accomplir le plus haut fait de résistance de l'Europe occupée. La nouvelle fait le tour du monde. Heydrich n'est pas mort, mais la surprise et l'humiliation pour le régime nazi sont immenses. L'opération imaginée par le président Benesch et ses services secrets est déjà un succès. Furieux, Hitler et Himmler ordonnent une répression sans précédent. Prague est entièrement bouclée, l'état d'urgence décrété. Une chasse à l'homme implacable commence. Chaque jour, des vingtaines, parfois des centaines de personnes sont exécutées. Les meilleurs chirurgiens du Reich sont au chevet d'Heydrich. Tous les services de la Gestapo traquent les auteurs de l'attentat. Une équipe d'enquêteurs de Berlin est dépêchée à Prague. La scène de l'attentat est minutieusement examinée. Très vite, les soupçons se portent sur un commando expérimenté, probablement parachuté depuis l'Angleterre. Inventées par Heydrich à son arrivée à Prague, les affiches rouges sang couvrent à nouveau les murs de la ville. Elles promettent une récompense de 10 millions de couronnes à quiconque pourrait permettre d'identifier les auteurs de l'attentat. La radio, les cinémas relaient le message en boucle. Achtung, Achtung. Dies sind die Gegenstände. Toto jsou předměty, které zanechali vrahové zastupujícího říšského protektora SS Gruppenführera Heydricha na místě zločinu.
Wer kennt diese Gegenstände? Kdo zná tyto věci? Kennt ihre Besitzer? Kdo zná jejich vlastníky? Bevölkerung wird zur Mit- Obyvatelstvo se vyzývá ke spolupráci. La ville est quadrillée, les descentes de la SS se multiplient. Pour Jan et Joseph, il devient impossible de rester chez leurs hôtes. Providentiellement, une main leur est tendue au moment crucial. C'est celle de Vladimir Petchek, le chapelain de l'église protestante Saint-Cyril et Méthode. Il leur propose un asile inespéré, la crypte de l'église. 6 autres parachutistes chargés d'autres missions à Prague doivent les rejoindre. Un seul manque à l'appel. Rappelez-vous, c'est le trompette qui sonnait le rassemblement à Agde. Son nom, Karel Tchurda. Il n'a pas respecté les consignes de rester groupé et de ne pas contacter ses proches. Les autorités occupantes et le gouvernement collaborationniste organisent sur la place de la vieille ville un rassemblement pour condamner l'attentat. 7 jours après l'acte héroïque de Jan et de Joseph, aucune information n'a permis de localiser les auteurs. La récompense est augmentée de 10 millions de couronnes supplémentaires. Chaque soir, de nouveaux otages sont fusillés. Le 4 juin, malgré tous les soins prodigués, Heydrich meurt. Hitler ordonne le deuil dans tout le Reich. Après avoir été exposé à la population pragoise, le cercueil prend la direction de Berlin. Dans la salle des mosaïques de la chancellerie se tient la plus grandiloquente cérémonie funéraire que le Reich ait jamais connue. Dans son éloge funèbre, Himmler loue la suprématie aryenne qui animait le défunt. Hitler accroche sur le cercueil la plus haute distinction du Reich et promet une vengeance terrible. Le lendemain des funérailles, des troupes dépêchées depuis Halle, la ville natale du défunt, prennent la direction d'un village tchèque de 490 âmes, Lidice. Frank, l'ancien bras droit d'Heydrich, tient une maigre piste qui se révèle très vite infondée, mais il se fait un devoir de satisfaire immédiatement la soif de vengeance du Führer. Le village est encerclé. Les maisons vidées de leurs occupants sont incendiées sous les objectifs des caméras de la propagande. Les femmes et les enfants sont séparés. Les mères sont convoyées vers le camp de Ravensbrück, les enfants dans le camp de Kulmhof. Presque tous y périront. Les hommes du village sont rassemblés dans une ferme. Ils seront fusillés 10 par 10. Les nazis disposent des matelas contre le mur de la cour pour éviter le ricochet des balles. Quand le dernier groupe d'hommes est emmené devant le peloton d'exécution, 170 cadavres jonchent déjà le sol. Le jour même, tous les haut-parleurs de la capitale annoncent le massacre. Heure après heure, le sort des habitants de Lidice résonne dans la ville. Dans la crypte, Jan est assailli de doutes, écrasé par la responsabilité face à l'hécatombe. Il en parle à Joseph. Tous les deux décident de se rendre. Le commandant Opalka, le plus gradé des 7 parachutistes, est résolument contre. Il leur signifie sèchement qu'ils ont été choisis aussi pour leur résistance morale. C'est la guerre, ils sont soldats, ils ont accompli leur mission, il faut tenir, coûte que coûte.
Quelques bribes de chant parviennent parfois d'en haut, de l'église, et procurent un peu de réconfort. La température avoisine 5 degrés, il fait humide et sombre. On dort dans des tombeaux, condamnés à attendre. Dans le monde libre, un élan puissant de solidarité se met en marche. Le massacre de Lidice a révélé un peu plus la barbarie nazie. En Angleterre, Edvard Beneš est accueilli dans un village de mineurs qui s'est entièrement mobilisé pour honorer la mémoire des disparus. Le nom de Lidice sera écrit sur les bombes larguées sur l'Allemagne. Aux États-Unis, un village prend le nom de Lidice. Des centaines de petites filles sont baptisées ainsi, en Angleterre, en Amérique et jusqu'en Inde. À Prague, les exécutions continuent. Auprès de Frank qui dirige la répression, Hitler a insisté. La nation tchèque peut disparaître, je veux les auteurs de l'attentat. Karel Čurda, le parachutiste manquant qui s'était réfugié dans sa famille, craque. Le 16 juin, il se présente au QG de la Gestapo et livre toutes les informations en sa possession. Il ignore la cachette de ses anciens camarades, mais donne les noms et les adresses de leurs contacts. Josef supplie l'instituteur Zelenka d'emmener Jan chez un médecin pour soigner son œil blessé. Pour la première fois depuis 3 semaines, Jan va enfin sortir de la crypte glaciale, se réchauffer au soleil, chasser l'angoisse. Après avoir été soigné, Jan ne retourne pas immédiatement dans la crypte. Il rejoint Marie Kovarnikova, qui a pris tous les risques en l'aidant pendant la préparation de l'opération. Cette nuit, avant de retourner auprès de ses camarades, Jan amoureux regarde les étoiles et dit à Marie: Demain, on aura une belle journée. Le lendemain, le 18 juin 1942, peu avant l'aube, 800 soldats allemands bouclent tout le quartier de l'église Saint-Cyril-et-Méthode. Jan Kubiš, le commandant Opalka et le caporal Bublik montent la garde sur la tribune d'orgue de l'église. Ils voient les SS prendre position, mais n'ont pas le temps de prévenir leurs camarades dans la crypte. Les Allemands donnent l'assaut. Après plusieurs heures de combat, Opalka et Bublik, gravement blessés, se suicident d'une balle dans la tête. Jan s'effondre avec la déflagration d'un obus. Il ne se relèvera plus. Le silence s'installe. Dans la crypte, Josef comprend que Jan, son meilleur ami, n'est plus. Les pertes allemandes sont très importantes. Les Allemands tentent de pénétrer dans la crypte, mais sont systématiquement repoussés par les parachutistes. Des gaz sont utilisés sans effet. Les lances à incendie des pompiers de la ville sont installées sur le bord du soupirail pour inonder la crypte. Huit heures après le début des combats, les irréductibles sont presque noyés. 4 détonations retentissent. Jaroslav Schwarz, Josef Falčík, Jan Hörby et Josef Gabčík ont retourné leurs armes contre eux et se sont donné la mort. Les corps sont exposés sur le trottoir. Karel Čurda, le traître, est là pour les identifier. Il reconnaît Josef Gabčík, puis Jan Kubiš. Vladimir Petchek et les responsables de l'église, sommairement jugés, seront exécutés. Libiena et Marie
les 2 jeunes amis de Joseph et de Jan sont arrêtés. Toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont aidé les parachutistes les rejoignent bientôt dans les cellules de la Gestapo. Suivent tous les frères et sœurs de Jan, leur père, leur conjoint. Au terme de cette traque, 257 personnes seront déportées dans le camp de Mauthausen. Toutes périront quelques mois plus tard, assassinées le même jour, à intervalle de 2 minutes, d'une balle dans la nuque. En cet été 42, malgré ou grâce à cette tragédie, l'histoire tchèque va commencer à cicatriser. Le 5 août, le président Beneš est informé que le gouvernement britannique annule les accords de Munich. 2 mois plus tard, le 29 septembre 42, Charles de Gaulle, au nom de la France libre, reconnaîtra lui aussi la Tchécoslovaquie dans ses frontières d'avant 1938. Edvard Beneš pense à son mentor, Tomáš Masaryk, le fondateur de la République, et à ces 2 soldats qui s'étaient portés volontaires pour l'opération Anthropoïde et qui avaient l'air si juvéniles. En 1945, Prague est libérée et le président Beneš rentre au pays. Mais devant l'influence grandissante des communistes, il préfère taire sa participation à l'opération Anthropoïde. Après le putsch communiste de 1948, l'acte héroïque des parachutistes est systématiquement passé sous silence parce qu'il fait la part trop belle aux ennemis politiques de l'Ouest. L'église des Saints-Cyril et Méthode est fermée, sa crypte barricadée. Quand après la chute du mur de Berlin, la Tchécoslovaquie retrouve la liberté et la démocratie, écrivains, historiens et cinéastes ressortent l'opération Anthropoïde de l'oubli. Pas à pas, avec lenteur, avec douleur, l'histoire de l'incroyable opération Anthropoïde a trouvé son chemin jusqu'à nous. Elle a résisté au temps, avec une obstination digne de ses héros, Jan et Joseph.